Et la question finalement, c'est de savoir si autour de ce terme d'addiction, qui est pour le coup alors très en vogue, hein, et on voit bien qu'il y a une extension du périmètre de définition de l'addiction qui rentre maintenant dans la société dans quelque chose qui est plutôt vécu de manière positive, voire rigolo. Hein. Je veux dire, on entend l'addiction au chocolat, l'addiction au macaron la durée. On est vraiment là dans quelque chose qui est devenu très moderne. Hein. On est aussi dans une exploitation marketing même du concept d'addiction, puisqu'il y a aujourd'hui des parfums qui s'appellent Addict. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir une perspective historique, parce que je suis aussi le André Castelot de l'addiction, d'avoir une vraie question qui est centrale et qui va être débattue tout au long de cette journée, à savoir si l'addiction est une maladie cérébrale. Et puis, par provocation, je me poserai la question de savoir si tout cela n'était pas simplement construit et si l'addiction n'avait pas aujourd'hui une représentation plus simple et plus simpliste. Donc, il y a plus de 2 ou 3 siècles qu'on a commencé à modéliser la question de l'addiction, et au début on l'a modélisé sur un aspect qui était purement sociétal et qui bien évidemment était pour le coup du côté de la morale et qui était autour du concept d'insanité, et que les sujets qui portaient cette addiction, finalement on se posait toujours la question de savoir si on allait les mettre à l'asile ou dans une prison selon les actes qu'ils avaient commis. Quoi qu'il arrive, l'idée, c'était quand même de les avoir entre des murs. Entre des murs où on aurait pu, pendant longtemps, les observer, peut-être les protéger, mais souvent, c'était plutôt la question, c'était de protéger les gens sains des gens malsains. Et puis, il y a eu une approche pharmacologique, parce qu'on a quand même réussi, autour de ces substances, à les isoler, à les décrire, à en connaître les effets, la toxicité, et on a créé très précocement, en tout cas pour l'alcool, autour de Benjamin Rush, ce concept d'alcoolisme avec quelque chose qui était vraiment calé là sur la toxicité derrière le botulisme, et peu à peu on a essayé d'approcher un modèle en partant sur des descriptions symptomatiques, et les aliénistes se sont pas beaucoup intéressés à ça finalement. Ils ont beaucoup plus d'intérêt sur des maladies plus subtiles, compliquées, impressionnantes, comme la schizophrénie, et ils avaient gardé comme ça un parent pauvre, hein, du côté de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Et puis, peu à peu, le concept de maladie est arrivé, et finalement, d'une manière intéressante, il s'est installé autour de la question du traitement. Et on voit comment, finalement, Bob, des Alcooliques Anonymes, a essayé, de là où il était, du côté pour le coup, des malades, d'introduire cette question du modèle de la maladie. Et on voit très bien comment ce concept-là, repris d'ailleurs par Narcotiques Anonymes, sur quelque chose qui, pour le coup, pour eux, fait totalement sens. Il y a une maladie addictive, c'est la maladie de la dépendance, et les programmes qui sont issus de ces modèles sont complètement centrés sur la question de la maladie de la dépendance. Et puis la connaissance a grandi autour des comportements, et on est rentré dans un modèle d'apprentissage dès les années 50 et 60, et puis bien évidemment la révolution des fleurs, l'idée que finalement tout ce qui se passe dans la société est lié, et on a construit peu à peu un modèle social. Et puis pour l'alcool, Griffith Edwards, dans le journal qu'il a créé et qui est aujourd'hui Addiction, en 1976, a enfin proposé un modèle qui, pour le coup, rassemblait et faisait plaisir à tout le monde, bio-psycho-comportemental, le concept, le syndrome d'alcoolodépendance. Et puis, la révolution, elle l'a fait, elle n'est pas la seule, mais elle l'a fait avec la puissance de la machine de guerre nord-américaine, Nora Volkow, qui publie un papier expliquant que l'addiction est finalement une maladie cérébrale. Donc une maladie du cerveau
Oui, et on a depuis plus de 20 ans accumulé un grand nombre de données et les chercheurs français qui sont dans cette salle ont énormément contribué à cela pour créer aujourd'hui une conceptualisation de cette maladie cérébrale. Avec quelque chose qu'on adore en médecine, c'est d'expliquer. Et pour expliquer, on a une vulnérabilité génétique qui est extrêmement variable selon le mésusage du produit et l'addiction. Pour l'alcool, elle se promène entre 50 et 70%. Des facteurs de risque biologiques, et on voit bien derrière ça comment, là encore, on assoit un concept autour de la biologie et de la génétique. On est quand même là dans des arguments tout à fait forts. Et cette biologie, bien évidemment, elle se situe à l'intérieur de la boîte crânienne, autour du cerveau, avec des anomalies cérébrales qui sont fonctionnelles et structurelles et qui vont nous permettre de définir un peu mieux cette question du mésusage et puis du dérapage vers l'addiction. Et je suis sûr que Jean-Paul Tasson nous en apportera beaucoup d'éléments. L'autre point important, et ô combien, pour le clinicien que je suis en tout cas, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui est correctible dans tout ça. Et qu'une fois qu'on a compris, et c'est bien pour ça qu'on a cessé, on a continué d'explorer, c'est qu'on avait absolument besoin, bien évidemment, d'avoir des réponses et des interventions qui puissent être efficaces. Donc, pour ce qui est de la génétique, ce qui était surprenant au début et qui a permis probablement de déplacer la question de l'insanité vers la question de la maladie, autour de cette question de la vulnérabilité, autour de cette question du déterminisme forcé. Et c'est juste essentiel parce qu'une maladie qui est génétiquement déterminée, elle a un regard... sur elle, il y a un regard très, très positif et empathique. Je ne vous fais pas un dessin, la maladie de Duchenne, il y a vraiment une telle empathie que chaque année, le Téléthon cartonne depuis des années pour une population qui est peut-être pas très importante de malades, mais qui cherche, qui permet de récupérer beaucoup d'argent pour la recherche. Vous imaginez demain un alcoton, il est clair que ça aurait très très peu de succès, puisque générer de l'empathie pour une maladie addictive qui a une caractéristique principale qui est d'être auto-infligé, c'est-à-dire que le patient est le promoteur persistant de ces symptômes. Il y a là un regard qui est absolument pas empathique et qui est probablement qui a véhiculé toutes les images qu'on peut avoir autour des sujets addicts et probablement derrière ça, hélas même, les stratégies de soins et que cette question de la génétique est importante, même si elle est compliquée et limitée. Là, on est en population générale et en gros, on montre que le fait d'avoir un parent qui présente une dépendance à une drogue illicite, on multiplie par 8 le risque chez le probant d'en présenter une et pour l'alcool, on est environ à 4. Mais la question principale de ces premières études d'observation, c'était bien évidemment d'essayer de distinguer le facteur purement génétique du facteur environnemental. Et pour ça, on a eu des modèles qui ont été beaucoup critiqués et qui ont leurs limites, il est vrai, d'études qui travailler sur la question de l'adoption ou des jumeaux adoptés pour essayer, quand on contrôlait à peu près les facteurs environnementaux, de séparer l'un de l'autre. Alors, la génétique est allée assez loin puisqu'on a essayé d'aller regarder deux choses très importantes. Et elles sont très importantes parce que à chaque étape, on va pouvoir agir dans le domaine de la prévention et puis du traitement à la phase de la promotion du comportement lors de l'initiation et dans une période qui est extrêmement importante, en particulier pour la maturation cérébrale qui est l'adolescence, et puis ce qui va se passer après, c'est-à-dire la progression vers une authentique addiction. Donc cette corrélation, elle est différente selon les produits et on voit bien qu'elle est extrêmement importante pour la cigarette et bien évidemment Yvan nous en parlera tout à l'heure et que pour l'alcool, on voit bien que des facteurs qui sont soit génétiques, soit environnementaux généraux, c'est-à-dire
clairement dans notre pays, par exemple pour l'alcool, c'est le contexte d'un pays qui est le premier producteur au monde d'alcool et l'un des premiers consommateurs, et puis un environnement spécifique et qui peut être plus familial. Et qu'on voit que autour de la question de l'initiation, ce sont finalement des facteurs environnementaux qui vont avoir un impact, et que pour la progression vers l'abus de substance, on a là plutôt des facteurs génétiques, et ce modèle a été présenté. Donc on est dans une explicitation fine qui part de la génétique, avec des gènes candidats qui ont été explorés pour un grand nombre de produits, pas mal pour l'alcool initialement, et pour lequel on va avoir des traits qui vont être liés à ces gènes, le déficit de l'attention, la désinhibition, une faiblesse de la réponse initiale à l'alcool lors des premières alcoolisations, très probablement génétiquement déterminée. Et puis tout ce qui concerne le système de récompense, et que va émerger autour de cette constellation de traits une sorte de bouquet très hétérogène, hein, autour de cette question de l'épigénétique et de l'influence de l'environnement, avec des comportements et des modèles et de trajectoires d'alcoolodépendance, et surtout aussi d'aspects cliniques, avec une influence plus ou moins importante d'un sujet à l'autre, des facteurs qui sont plus génétiques, biologiques, tempéramentaux ou éventuellement psychiatriques. Et on a à chaque étage, finalement, le fantasme d'une action thérapeutique. On peut rêver de thérapie génique. On a déjà des données en pharmacogénétique qui permettent de repérer quelle est l'optimisation de l'efficacité de certains médicaments réducteurs de l'appétence à l'alcool sur des profils génétiques. On a une médication qui va essayer de travailler cette question de la neuromodulation, des thérapies cognitives et comportementales. On peut laisser une place aux thérapies d'inspiration analytique, et puis le support social une fois que la maladie est là. Et que le développement d'une addiction va, en gros, peu à peu, envahir toutes les structures cérébrales, et que du côté des premiers usages expérimentaux puis récréatifs, on a bien évidemment cette zone très importante de l'aire tegmentale ventrale et du noyau accumbens, c'est que peu à peu on va se servir des autres structures pour rentrer un peu plus dans un usage qui est répété et rapidement coincé. Et puis on a des anomalies qui sont mises en évidence là chez un cocaïnomane, avec une faiblesse de l'activité du cortex préfrontal, et qui est mise en évidence ici. Il y a plein de données qui vont tout au long de cette journée nous montrer que, en effet, c'est bien dans la tête que ça se passe. Tout le monde vous le dit, votre concierge vous l'a toujours dit, l'addiction, c'est dans la tête. Et moi qui parle beaucoup avec les concierges pour pouvoir être à un bon niveau de vulgarisation, je peux vous dire que l'alcool, c'est une question de volonté, docteur. Et l'excès en tout est dommageable, n'est-ce pas? Et la modération est la solution. D'ailleurs, c'est ce que nous proposent les alcooliers, ce qui vous prouve que tout ça est parfaitement juste. Et il y a quand même un souci, c'est que ce processus-là, qu'on pourrait expliquer de manière très subtile, neurobiologique, avec de la science qui est de plus en plus dure, il est quand même instable et inconstant. Et qu'il y a quelques questions comme ça qui se posent et qui échappent à notre interprétation. Je suis sûr que Jean-Paul Tassin va pouvoir répondre à cette première question sur qu'est-ce qu'on fait des théories analytiques. Moi, j'avais été subjugué sur une explicitation qu'il avait fait lors du DEA, où j'étais l'élève, où il avait fait un lien entre les neuromédiateurs et les théories analytiques. Je ne sais pas s'il est en forme aujourd'hui, il pourra vous le faire, mais moi, ça m'avait épaté. Que faire des rémissions spontanées? Parce que finalement, oui, d'accord, c'est une maladie autonome, on voit bien, elle part, mais qu'est-ce qu'on fait des 10% des sujets qui s'arrêtent et qui s'arrête comme ça brutalement? Qu'est-ce qu'on fait du syndrome de M. S, patient musulman qu'on suit dans le service depuis plus de 10 ans, alcoolodépendance sévérissime, tellement sévère qu'il a fait 4 DT, 5 crises convulsives généralisées, et chaque année, et là on y est, pendant le ramadan, et à chaque fois il faut
quand on fait un sevrage, organiser les choses avec du Valium, des benzodiazépines, des vitamines, pour éviter, bien évidemment, ce syndrome de sevrage. Eh bien, chaque année, pendant le Ramadan, il fait un sevrage sauvage, pas si sauvage que ça, probablement tout à fait supervisé par une bienveillance supérieure, et il n'a aucun symptôme de sevrage. Et finalement, est-ce que ces addicts, ce n'étaient pas simplement des sujets incapables, totalement déraisonnables? Et il n'y a pas une maladie plus déraisonnable, non seulement elle est mal vue parce qu'elle est auto-infligée, mais en plus elle est complètement déraisonnable. Elle est déraisonnable parce que ça n'a aucun sens de continuer à maintenir un comportement alors que les dommages s'accumulent les uns derrière les autres, et que finalement la raison, c'est la capacité de distinguer le bien du mal, la modération de l'excès, l'envie de la satiété, et on voit bien que ces gens-là sont vraiment complètement défaillants. Et qu'ils ont quand même quelque chose qui est étonnant, c'est l'incapacité d'intégrer la sanction des dommages. À quelques contre-modèles près, on voit rarement un sujet addict, quand un dommage est là, finalement, s'arrêter, modifier son comportement. Et il y a une persévération dans l'erreur qui frise comme ça, vraiment... D'abord, ça nous agace beaucoup, nous les soignants, et pas que les soignants, les gens qui sont autour des sujets addicts. Il y a vraiment quelque chose qui est définitivement irrationnel. D'ailleurs, on peut se poser la question si la comorbidité psychiatrique, et en particulier ceux qui atteignent les troubles psychiatriques qui atteignent la raison, le raisonnement, et avec un impact cognitif important, je pense bien évidemment aux schizophrènes, et la moitié d'entre eux qui présentent un abus de substance pour un produit, on voit bien que finalement, peut-être que tout ça est lié à un défaut d'appréciation, et ce sont des gens qui aiment prendre des risques. Il y a un modèle qui a été mis en place dans les années 50, d'ailleurs, aux États-Unis, qui est extraordinaire, un traitement qui s'appelle le Rational Recovery. L'idée, c'est vraiment, alors pour le coup, là, d'être la méthode Coué, avec des réunions dans lesquelles on explique aux patients, mais tu vois, tu bois et ta femme pleure, donc il faut que tu t'arrêtes. Et on me dit que ça marche. Donc peut-être que tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui est faux. En tout cas, je ne serai pas là en fin de journée, mais vous me direz si vous pensez qu'il y a quelque chose qui a émergé autour de cette question, de savoir si on est dans des troubles du comportement ou finalement des comportements un peu troubles.